voyez le fichier que j'ai partagé. Il faut activer le micro hein, pour répondre à ma question. Quelle est votre question, professeur? Si vous voyez mon bureau, le fichier que j'ai ouvert là. Oui. Okay, on le voit. J'avais demandé aussi à professeur Ndiaye de vous partager ce fichier en même temps qu'une base de données pour faire les applications. Est-ce que tout le monde a pu installer Stata? Bon, de ma part, j'ai réussi à installer le logiciel. De ma part. Okay. Bon, je ne sais pas pour les autres. Parce que j'avais partagé un lien où on pouvait cliquer et aller télécharger puis installer. Oui. Ok. Donc, bonjour. Ok, c'est parfait. Donc, la fois passée, on avait eu à expliquer un peu les données de panel. On avait dit qu'il y avait ce qu'on appelle les effets individuels fixes. On avait aussi ce qu'on appelle les effets individuels aléatoires. Avec des méthodes d'estimation qui étaient différentes parce que chacun avait ses propres hypothèses. On avait fini par dire maintenant, notre rôle, c'est de regarder par rapport à nos données, quel serait le bon modèle pour faire l'estimation. Est-ce qu'on devait faire un modèle de panel homogène? Est-ce qu'on doit faire un modèle à effet fixe ou bien est-ce qu'on devait faire un modèle à effet aléatoire? Donc, on avait dit que la prochaine séance serait consacrée à comment on peut arriver à choisir le bon modèle. Donc, ici, il y a ce qu'on appelle les effets fixes et les effets aléatoires. C'est un autre document qui parle un peu des données de panel. Là, vous avez passé un peu vite. On avait vu que sur Stata, quand vous avez des données de panel, il faut chaque fois commencer par mettre la commande XT7 et puis entry et puis il y a quelqu'un qui n'a pas désactivé hein, son micro. Il y a des retours. Il faut désactiver son micro. Garde. Ok, merci. Hein. Donc, on avait dit qu'à chaque fois, il faudrait déclarer la base de données pour dire qu'on a une base de données de type panel. Et sur Stata, on mettait la commande XT7, on mettait les individus. Ça peut être, on avait dit, un ménage, ça peut être un département, un pays. Ensuite, on termine par la variable qui représente l'année. Ça peut être lieu. En anglais, ça peut être date. Ça peut être temps, etc. Bon, là, c'est juste des représentations graphiques. Des fois, il est possible aussi, quand on a des panels, si le nombre d'individus n'est pas très élevé, de visualiser comment chaque individu évolue au cours du temps. Si vous avez des données de type panel macro, on avait vu que le nombre d'individus n'était pas très élevé. Donc, on peut faire ce type de représentation. On peut regarder le pays A, on regarde comment. Ça peut être par exemple le Sénégal, le Bénin, le Mali, le Burkina, etc. On peut regarder pour chaque pays comment cela évolue. Donc, dans ce cas, vous utilisez la commande XT line Y. Après, on fera des commandes hein, par rapport à ça. La partie application sur Stata. On peut aussi essayer de faire les représentations graphiques ensemble. Ici, vous voyez que ça, c'était pays par pays. Donc, chaque pays, on peut essayer de faire la représentation graphique. Mais aussi pour des questions de comparaison, on pourrait regarder est-ce qu'il n'y a pas possibilité de regrouper toutes les courbes dans un seul graphique pour pouvoir comparer les différents pays. Donc, dans ce cas, il faudrait mettre XTLine, Y et ajouter ce qu'on appelle l'option. Sur Stata, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle la commande principale et il y a ce qu'on appelle des options. Donc, les options viennent tout juste après la virgule. Donc là, c'est la commande principale. Quand vous mettez virgule après une commande Stata, vous tapez votre commande, vous mettez virgule, vous rajoutez des éléments supplémentaires. Ces éléments-là, on va les appeler options. Bien entendu aussi, tout ce qui est là
peut être obtenu à partir des clics que nous avons vus. Sur Istata, il y a la possibilité de cliquer, il y a la possibilité aussi de faire des commandes. Ici, pour gagner du temps, c'est juste la commande qu'on a donnée, mais c'est des éléments aussi qu'on peut reproduire à travers donc, les commandes. Donc, soit vous utilisez les commandes, soit vous utilisez l'interface graphique. Ici, on revient un peu sur les modèles à effet fixe. On l'avait rappelé, les modèles à effet fixe, la différence principale, c'est qu'il y a une corrélation entre l'effet individuel et les variables explicatives. Donc, ça, c'est vraiment l'une des différences principales entre les modèles à effet aléatoire et les modèles à effet fixe. Donc là, il peut y avoir donc une corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Maintenant, si c'est les effets aléatoires, là, on avait vu que le modèle à effet aléatoire, dans ce cas, les effets individuels, là, ne sont pas corrélés avec donc, les variables explicatives. Donc ça, on revient aussi un peu sur les hypothèses qu'on avait vues. Il y a à chaque fois les alpha i. Est-ce que les alpha i sont corrélés aux variables explicatives xi? Si les variables sont corrélées, alors on est dans un modèle à effet fixe. S'il n'y a pas de corrélation entre les alpha i et les xit, on dira qu'on a affaire à un modèle à effet aléatoire. Donc les UIT, c'est les termes d'erreur. Donc là, c'est des explications. On peut revenir la fois passée. Quand vous faites aussi un modèle, il y a la possibilité d'intégrer ce qu'on appelle les effets temporels. Quand vous faites un modèle de données de panel, même si c'est série temporelle, il peut y avoir des faits comme par exemple la crise de 2008. Dans ce modèle-là, on peut essayer de regarder comment capter l'effet temporel sur des périodes qui ont marqué un peu l'histoire économique. Ça peut être 2008, ça peut être là sûrement 2020 avec la crise Covid. Donc l'année prochaine, 2021 ou 2022, les gens qui feraient des modèles économétriques pourraient intégrer l'impact négatif du Covid, par exemple, en intégrant des variables indicatrices. Donc c'est des outils que les gens utilisent dans le domaine de l'économétrie. Donc là, c'est des variables indicatrices qui permettent de capter l'effet temporel. Si entre-temps, il y a des faits importants qui se sont passés dans la période d'étude. Là, c'est des représentations d'un graphique pour chaque pays pour regarder un peu est-ce qu'il y a de l'hétérogénéité par rapport à chaque pays. On essaie de représenter la moyenne de notre variable donc au cours du temps. Donc là, vous voyez à peu près comment ça fluctue. Il n'y a pas une très grande différence entre les différents pays. C'est la variable à expliquer. On regarde la moyenne et puis par des représentations graphiques, on regarde qu'est-ce que ça donne. Donc tout ça aussi, c'est des représentations graphiques de la moyenne et puis selon donc l'évolution au cours des années. Donc comment se comportent les individus globalement d'une année à l'autre? C'est ce qui est là. On voit que ça, c'est des variables aussi qui bougent au cours du temps. Maintenant, sur Istata, il y a 3 types de modèles que l'on peut essayer de regarder dans la pratique. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle le modèle MCO. Il suppose que l'ensemble des variables donc, ont les mêmes paramètres. L'ensemble des paramètres ont les mêmes variables. J'ouvre l'autre fichier qu'on avait vu.
Et dans ce cas, la commande à faire, c'est la commande regress. Donc, si vous faites la commande regress YX1, ça vous fait l'estimation de la méthode moyenne carrée ordinaire que vous avez vu normalement dans vos premiers cours d'économétrie. Donc, la regress, c'est comme régression. Hein. Donc, on regresse. Y, ce n'est rien d'autre que la variable à expliquer. Et X1, c'est la variable explicative. Donc, quand vous mettez regress YX1, on est en train de regarder comment X1 va expliquer Y. Mais là, cela suppose que on a une homogénéité, ça veut dire que tous les paramètres donc, sont similaires. Je reviens à notre document qu'on avait utilisé la fois passée. Pour vous montrer un peu. Donc, dans le modèle à effet, dans le modèle de panel homogène, vous avez tous les coefficients qui ne dépendent pas de I. Ça veut dire que même votre mu I là, ce qui est là, ne dépend pas de I. Si ce qui est là ne dépend pas de I, alors vous avez ce qu'on appelle un panel homogène. Homogène, comme le nom l'indique, ça veut dire que tout est identique. Pour les différents individus, ils ont les mêmes paramètres du début à la fin. C'est une hypothèse qui est assez forte, mais des fois, c'est une hypothèse aussi qui peut être réalisée. Si elle est réalisée, donc la meilleure estimation, c'est utiliser ce qu'on appelle le modèle MCO sur le panel homogène. Mais dans la plupart des cas, les alpha, ça veut dire que l'ordonnée à l'origine n'est pas identique pour tous les individus. Ça peut varier d'un individu à l'autre. On l'avait expliqué, par exemple, la spécificité du Mali. C'est un grand pays qui est un peu zone désertique, etc. Ils ont leur propre culture, donc il y a des choses qui sont spécifiques au Mali qui ne sont pas forcément similaires à l'État du Sénégal, qui est un pays beaucoup plus petit, mais quand même qui est bien positionné stratégiquement, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, généralement, les modèles ont des effets individuels. Maintenant, si tous les effets individuels sont identiques, on parlera de panel homogène. Dans ce cas, il ne faut pas parler d'effets individuels. Pourquoi? Parce que tous les effets individuels sont similaires, sont homogènes. Donc, si on est dans cette situation où il n'y a pas d'effet individuel, que tout est homogène, alors on peut appliquer le modèle MCO. Maintenant, dans le cas où il y a des effets individuels, donc le modèle MCO n'est plus pratique. Dans ce cas, il faudra regarder entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire, quel est celui qu'il faudrait choisir. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que on peut utiliser le modèle MCO dans le cas où on a un panel homogène. Et qu'est-ce que c'est un panel homogène? C'est un panel pour lequel l'ensemble des paramètres sont identiques du début à la fin. Que ce soit la constante, les alpha, les mu i, que ce soit les bêta 1, parce que ici bêta 1 ne dépend pas de i jusqu'à bêta 4. Donc ici, il n'y a que les mu i qui dépendent des individus. Maintenant, si le mu i même ne dépend pas des individus, par exemple, mu i c'était simplement mu, alors on a affaire à un panel homogène. Et dans ce cas, c'est le modèle MCO qu'on doit utiliser pour faire les estimations. Donc là, c'est juste des applications, hein. Ce n'est pas un modèle économique en tant que tel. Je vous montre comment on peut faire des estimations quand vous avez une variable dépendante ou une variable à expliquer et une variable explicative. Donc, si vous pensez que tout est homogène, il n'y a pas d'effet individuel, que ce soit fixe, que ce soit aléatoire, alors vous appliquez le modèle MCO. Sur le modèle MCO, vous cliquez simplement la commande regress et puis vous mettez Y, vous mettez la variable à expliquer. On va essayer de faire cela en pratiquant. Et ce que je vais essayer de faire, c'est quoi? C'est ouvrir la base de données.
Donc, est-ce que vous voyez l'interface graphique du logiciel que je viens d'ouvrir, le logiciel Istata? Quelqu'un pour me répondre? Si, c'est bon, on le voit. Ok, voilà, merci. Donc, on avait dit que pour visualiser la base, la fois passée, je vous avais montré comment importer les données, etc. Donc là, je suppose que c'est déjà fait, j'ai enregistré le fichier sous format Stata. Si vous l'enregistrez sous format Stata, ça vous évite une prochaine fois de venir importer. Quand vous double-cliquez, automatiquement, le logiciel va reconnaître la base de données et l'ouvrir. On va regarder la base de données. Donc, voici la base de données qui est là, qui est composée des pays, l'année, la variable que l'on veut expliquer et les variables explicatives x1, x2 jusqu'à x3. Donc, quand on a la base de données, la première des choses à faire, on avait dit qu'il fallait déclarer qu'on a des données de panel. Donc, on met la commande xt, je tape 7. Vous voyez que ici, je suis en train de taper au niveau de la barre de commande. En bas, hein, regardez en bas, j'ai tapé xt7. On me demande après de préciser à chaque fois la variable qui contient les individus. Donc, ce que je fais, c'est quoi? J'amène mon curseur. Jusqu'ici, il y aura une flèche là, un arc. Et je clique sur cet arc-là. Ça va me permettre d'avoir la variable. Vous voyez que là, je n'ai pas besoin de taper. Quand vous tapez, il y a toujours des risques d'erreur de vous tromper sur le nom de la variable, etc. Ensuite, je mets espace, il faudra préciser la variable temporelle. La variable temporelle, c'est IE. Je peux taper directement IE. En cliquant sur toujours la petite flèche. Quand vous cliquez, automatiquement, ça s'appuie. L'autre possibilité aussi, sur Istata, si vous avez décidé de taper, comme je l'ai dit, ce n'est pas recommandé de taper, mais si vous avez décidé de taper, il y a toujours aussi des méthodes pour aller un peu vite. Au lieu de taper partout, country par exemple, si je tape le début du mot, je mets CO, je peux taper la touche tabulation. Quand vous tapez la touche tabulation, automatiquement, il vous complète le reste. Donc, vous voyez que c'est une autre manière aussi de gagner du temps. Je tape C, après je mets la touche tabulation, il me complète. Au lieu de taper COUNTRY, donc là également, c'est des facilités pour Istata pour saisir rapidement le nom d'une variable. Donc, quand je termine, ici, vous voyez qu'on peut noter que pour le moment, ce n'est pas classé par ordre alphabétique. Hein. Vous voyez qu'on a F, on a B. Là, c'est la France. B, c'est Belgique. Voilà, E, c'est un autre pays. D, sûrement, c'est Danemark. G, c'est Allemagne, Germany, ainsi de suite. Hein. Maintenant, on va le demander de considérer la base de données comme un panel avec les individus représentés par country et l'axe temporel représenté par IE. Quand je mets entrée, il me dit qu'il reconnaît, on a des données allant de 1990 à 1999 et c'est équilibré. On avait expliqué équilibré, ça veut dire qu'il n'y a pas de données manquantes. Pour ça, on a autant d'observations pour chaque individu. Hein. Donc, quand on revient sur la base de données, donc vous voyez que maintenant, c'est bien classé. Il y a des A, il y a des B, il y a des C, etc. Donc, ça veut dire qu'il a fait ressortir la suite de données. On peut avoir des 1, après des 2, des 3. Souvent, la forme de panel, c'est ça. On commence par un individu, on le déroule. Si c'était le Sénégal, on commence par le Sénégal, on termine. Quand on termine avec le Sénégal, après, on prend aussi un autre pays, le Mali, on déroule de 1990 à 1999, ainsi de suite, jusqu'à la fin.
Donc, c'est ce qui fait ressortir l'aspect données de panel. Maintenant, quand on fait ressortir les données de panel, on peut essayer de regarder quels sont les modèles que l'on peut faire. Si on suppose qu'on a un panel homogène, on avait dit qu'il fallait mettre la commande regrette. On peut aussi ne pas taper la commande au complet. Normalement, c'est regrette. Hein? Et ça aussi vous permet de taper des diminutifs. Tant qu'il n'y a pas de problème de confusion, ça veut dire que si on a deux variables ayant à peu près les mêmes débuts, on ne peut pas savoir quelle est la commande qui a été appelée. Mais par exemple, si c'est rec, s'il n'y a que la commande regrette, il y a les trois premières lettres commençant par rec, alors on peut taper rec, et ça va comprendre que donc c'est régression. Soit on met regrette, on met la variable que l'on veut expliquer, on peut mettre y. Ensuite, la variable explicative, on peut mettre x1. Et là, on peut mettre enter. Donc, ça, c'est les résultats que vous obtenez. Ici, vous avez estimé ce qu'on appelle un panel homogène. Donc, c'est le modèle MCO. Que vous avez vu, moins carré ordinaire. Ici, le nombre d'observations, c'est 70. Donc, pourquoi c'est 70? Donc, il faudrait regarder le nombre d'individus que l'on a. On avait vu qu'on pouvait mettre des XT-sum. La commande XT-sum, ça permettrait de donner une description de vos variables. Supposons par exemple qu'on veuille avoir une idée sur la statistique descriptive de Y. Donc, quand vous mettez la commande XTSUM, après vous mettez la variable Y, ça va vous donner un peu les caractéristiques. Donc là, par exemple, la moyenne de cette variable, la moyenne globale, c'est 1,85 10 puissance 9. Ça va vous donner la valeur la plus petite, la valeur la plus grande, etc. Maintenant, pourquoi on a 70 observations? C'est parce que le nombre d'individus ici, c'est 7. Le nombre d'individus, c'est le petit n qui est là, que j'ai souligné, c'est 7. Et pour chaque individu, on a observé 10 valeurs. Pourquoi 10 valeurs? Parce qu'on est passé de 1990 à 1999. De 1990 à 1999, ce que vous avez comme données, c'est exactement 10 ans. Donc, on a 7 individus. Et pour chaque individu, ces individus-là, c'est des payants ici. On a donc des panels de type macro. Donc, on a 7 pays. Et pour chaque pays, on a 10 années d'observation, ce qui fait au total 70 observations. Quand vous faites le modèle MCO, il va vous donner donc ces 70 observations qui sont compilées. Il va vous donner ce qu'on appelle la statistique de Fisher. Ça permet de regarder est-ce que le modèle est globalement significatif. Est-ce que le X1 arrive à expliquer Y? Donc, quand vous avez cette valeur, c'est des probabilités. C'est une probabilité qui est comprise entre 0 et 1. Bien entendu, quand vous avez une probabilité qui est supérieure à 5%, ou ici même supérieure à 10%, cela veut dire que le modèle n'est pas bon globalement. Ça veut dire qu'ici, le Y a du mal à expliquer la variable Y. Donc, ici aussi, on peut le voir à travers la statistique des étudiants. Ça, c'est le modèle. Est-ce que le modèle, globalement, il est bon? La réponse qui est là, vous regardez la probabilité de Fisher, ce qui est là. Donc, ça vous dit que le modèle, globalement, n'est pas bon. Si le modèle était bon, vous aurez dû avoir des probabilités très faibles, proches de 0. Donc, quand vous avez des probabilités proches de 0, 0,00 ou 0,001, là, on va dire que le modèle est globalement significatif. Maintenant, ici, quand vous avez des probabilités dépassant 5%, voire 10%, là, on dira que le modèle n'est pas significatif. Donc là, on voit que le modèle n'est pas significatif. Maintenant, quand on vient en détail,
Ici, on voulait regarder est-ce que x1 explique la variable y. Là, c'est le coefficient estimé pour x1. Donc, voici le paramètre estimé. C'est votre bêta 1 dans les modèles. Il y a des paramètres à estimer. Donc, ça, c'est le paramètre à estimer, ce qui est ici. Ce qui suit, c'est ce qu'on appelle l'écart type. Donc, quand vous estimez ça, c'est des modèles économétriques, il y a des aléas. L'estimation dépend principalement de votre échantillon. Quand l'échantillon change aussi, les paramètres estimés changent. Donc là, ça permet de représenter ce qu'on appelle l'écart type. Ce qui suit, c'est ce qu'on appelle la statistique des students. Elle permet de savoir est-ce que la variable est significative statistiquement ou pas. Comment on obtient cette valeur-là? C'est juste prendre ce qui est là, le bêta, divisé par l'écart type. Donc la statistique de student est obtenue en prenant le bêta chapeau, ce que vous avez obtenu comme estimation. On le divise par sigma chapeau. Donc, ce qui va donner 0,64. Et souvent, quand vous avez ici une valeur qui est inférieure à 1,96, quand vous avez des nombres assez élevés d'observation, ou bien de façon générale 2, on dira, quand c'est inférieur, on dira que ce n'est pas significatif. Par contre, quand vous avez un T, une valeur qui est là, qui est supérieure à 2, on dira que le coefficient est significatif. Ou une autre manière de raisonner qu'on vous recommande ici, c'est regarder ce qu'on appelle la p-value. Ça, c'est une probabilité. Hein? Donc, c'est toujours dans l'intervalle 0 et 1. Si vous avez une probabilité qui est très grande, ici, qui est supérieure à 0,1, qui est 10%, cela veut dire que la variable n'est pas significative. Par contre, si vous avez une probabilité très faible, cela signifie que cette variable-là explique votre variable dépendante, qui est ici notre y. Donc là, on vient de voir que après avoir estimé nos données de panel par la méthode MTO, on en conclut que X1 ne peut pas expliquer Y. On peut aussi faire un modèle linéaire multiple. Modèle linéaire multiple, cela veut dire qu'on peut rajouter d'autres variables. On peut rajouter X2, on peut rajouter aussi X3. Ici, on est en train de regarder est-ce qu'on peut expliquer Y à partir de X1, X2 et X3. On vient de voir que le modèle où on explique Y que par X1 n'est pas bon. Le modèle n'était pas bon si on explique simplement Y par X1. Maintenant, on peut regarder est-ce que le modèle est bon si on explique Y par rapport à X1, X2 et X3. Comment on le fait sur Data? C'est juste préciser. Mettez la commande regress pour dire que c'est la méthode MTO que l'on utilise. Pour la méthode MTO, il faut préciser la variable à expliquer Y et les variables explicatives. Cette fois-ci, on a mis X1, X2, X3. On met entrée. Donc, quand on met entrée, donc le logiciel va faire les estimations et va nous donner la sortie. La sortie, elle est là. On peut toujours regarder est-ce que le modèle est globalement significatif. Quand on regarde ce qui est là, la probabilité, c'est une probabilité qui est toujours élevée. Donc, étant donné que c'est élevé, cela veut dire que le modèle, globalement, n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'on a une probabilité qui est supérieure à 10%. 10%, c'est 0,1. On a des probabilités supérieures à 0,1. Le modèle n'est pas significatif globalement. Maintenant, si on a des probabilités qui sont comprises entre 0,05 et 1, donc entre 5% et 10%, les probabilités comprises entre 0,05 et 0,1, en d'autres termes, entre 5% et 10%. Dans ce cas, on peut supposer que le modèle est globalement significatif, mais il faut préciser au seuil de 10%. Donc là aussi, c'est des éléments à connaître. Donc, quand c'est significatif, il y a des degrés, il y a des niveaux. On peut dire que c'est très significatif, ou significatif moyennement, ou significatif faiblement. Donc, si c'est au seuil de 10%, c'est significatif faiblement. Moyennement, si c'est significatif au seuil de 5%. Très significatif, si c'est significatif au seuil de 1%. Donc, si on a des probabilités faibles comprises entre 5 et 10%, on dira que significatif, c'est de 10%. Si la probabilité est comprise cette fois-ci entre 1% et 5%, on dira que c'est significatif au seuil de 5%.
Et quand on a une probabilité très petite qui est même inférieure à 1%, on dira que donc le modèle est significatif ou très significatif, si vous voulez, au seuil de 1%. Et là aussi, ce qu'on note, c'est que le modèle, globalement, n'est pas significatif. Ça veut dire aussi qu'il y avait l'importance de choisir le bon modèle. Ici, il se peut que X1, X2, X3. Ici, la conclusion que l'on tire, c'est que X1, X2, X3 n'explique pas Y. C'est ça la conclusion. Pourquoi? Parce qu'on a une probabilité qui est là, qui est supérieure à 0,05 ou 0,1. Une autre manière aussi de le voir, c'est ici, individuellement. Ça, c'est globalement. Le résultat nous dit que globalement, ça veut dire que quand on prend les trois variables en même temps, globalement en même temps, ces trois variables-là n'ont pas de pouvoir explicatif sur la variable Y. Maintenant, on peut regarder, au lieu de regarder globalement, on peut regarder individuellement. Individuellement, ça veut dire chaque variable, est-ce qu'elle a un pouvoir explicatif ou pas par rapport à la variable à expliquer ici qui est Y. Pour répondre à ça, on va regarder X1. Si on vous dit est-ce que X1 a un pouvoir explicatif sur Y, même raisonnement. Ça, c'est l'estimation, c'est le paramètre bêta 1 pour X1. Ça, c'est l'écart type. Ce qui est là, c'est la statistique des students qui est obtenue en posant le bêta qui est là. Donc, les 5,59 puissance 8 divisé par 9,1 puissance 8. Donc, on obtient 0,61. 0,61, vous voyez que là, c'est plus petit que 1,96 en valeur absolue. C'est plus petit aussi que 2 en valeur absolue. Donc, ça peut supposer, ou que cela suppose même que le coefficient n'est pas significatif. Mais une autre manière de le voir que je vous recommande, c'est de regarder la p-value. La colonne suivante donne des probabilités. Donc, qui sont dans l'intervalle 0,1. Ici, quand vous regardez la probabilité, c'est 0,54 qui est très élevé. La probabilité est élevée, pourquoi? Parce qu'elle est supérieure à 0,1. Étant donné que la probabilité est supérieure à 0,1, qui n'est rien d'autre que 10%, on dira que le coefficient n'est pas significatif. En d'autres termes, que X1 n'explique pas Y. De la même manière, on peut se poser la question de savoir est-ce que X2 explique Y. Ici aussi, X2 n'explique pas Y. Pourquoi? Parce qu'on a une probabilité pour X2 de 0,8, donc 80%, qui est supérieure à 10%. Étant donné que la probabilité obtenue n'est pas très petite, elle est très grande, car supérieure à 10%, on en conclut aussi que X2 n'explique pas Y. Enfin, est-ce que X3 explique Y? Là aussi, on peut regarder la probabilité qui est là. La probabilité qui est là étant supérieure à 10% ou même 5%, on peut supposer que la variable n'est pas explicative, n'explique pas Y au seuil de 10%. Maintenant, quelqu'un pouvait dire, bon, X1, X2, X3, il faudra les jeter. C'est pas bon parce que ça n'explique pas Y, il faudra chercher d'autres variables pour expliquer Y. Mais quelqu'un qui connaît un peu l'économétrie peut lever la main pour dire que c'est pas parce que dans ce modèle que vous avez utilisé que X1, X2, X3 n'explique pas Y que automatiquement il faudra les jeter à la poubelle. Il se peut que X1, X2, X3 n'explique pas Y parce que le modèle que vous avez utilisé n'est pas le bon. Et c'est parce que le modèle que vous avez utilisé n'est pas le bon, c'est pourquoi aussi vous obtenez des conclusions ou des résultats erronés. C'est pourquoi je dis aussi dans le domaine de l'économétrie, il est important de pouvoir choisir le bon modèle. Parce que si vous ne choisissez pas le bon modèle, vous pouvez faire vos estimations, vous trouvez vos résultats, vous faites des interprétations, mais que ces interprétations-là ne soient pas bonnes, du fait simplement que dès le départ, vous n'avez pas pu choisir le bon modèle. On va l'illustrer ici. Vous voyez que là, quelqu'un qui a travaillé sur le modèle MTO, on va montrer que le modèle MTO ici n'est pas le bon modèle. Quelqu'un qui a travaillé sur le modèle MTO qui n'est pas le bon modèle va arriver à la conclusion que X1, X2, X3, ces variables-là n'ont pas de pouvoir explicatif. Donc, étant donné que ça n'explique pas Y, il faudra les jeter et aller chercher d'autres variables qui auraient peut-être le pouvoir d'expliquer Y.
Mais quelqu'un va se dire, bon, est-ce que ce n'est pas le modèle qui pose problème? Nous, on va essayer de conserver X1, X2, X3 et on va changer. Au lieu de faire un modèle de panel homogène, parce que panel homogène, c'est une hypothèse qui est assez forte. Je l'avais rappelé, homogène, ça veut dire que tous les pays ont les mêmes sensibilités, paramètres, ont les mêmes bêta, ont les mêmes UI, etc. Mais vous voyez que si vous prenez la zone UEMOA, c'est difficile quand même de dire que le Sénégal, le Mali, le Bénin, ils ont les mêmes effets individuels. Il y a des spécificités pour le Mali, il y a des spécificités pour le Sénégal, pour le Bénin, pour le Togo. Donc, il est beaucoup plus probable d'avoir un modèle avec des effets individuels. Si vous appliquez le modèle MTO ignore les effets individuels. Dans ces hypothèses, le modèle MTO va supposer que tous les pays se ressemblent. Étant donné que tous les pays se ressemblent, je peux regrouper toutes les données et considérer comme s'ils avaient un seul pays de 70 observations. C'est ce qu'est le modèle MTO. Vous avez une zone monétaire avec 8 pays, UEMOA. Si c'est le modèle MTO, il va supposer que tous ces 8 pays-là, c'est du pareil au même. Donc, vous devez regrouper ces 8 pays-là, de toutes leurs données, et puis j'essaie de faire une estimation, c'est comme si j'avais un seul pays. Là, c'est une hypothèse qui est assez forte. Maintenant, on va essayer de regarder, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'intégrer des effets individuels? Intégrer les effets, donc on va dire que les 8 pays, par exemple, de la zone UEMOA ne sont pas identiques partout. C'est vrai qu'on appartient à la même zone monétaire, donc il y a des règles de convergence qui s'appliquent aux 8 pays, mais quand même, au-delà des règles de convergence, il y a toujours quand même de l'hétérogénéité par rapport aux différents pays. Et pour capter cela, on va essayer maintenant d'utiliser l'estimation à effet fixe. Pour faire l'estimation à effet fixe, on avait vu la semaine passée, qu'il fallait utiliser la commande xtrect. On va revenir sur cela. Là, c'est la commande MTO. Donc, vous voyez qu'on a bien encerclé ce qui est là, parce que ça permet de regarder est-ce que c'est significatif ou pas. Et on se rend compte que ce n'est pas significatif. Vous voyez que la patte qui est là, elle est forte sur 0. Donc, ça, c'est les estimations du modèle OLSA, Ordinary Least Square. Donc, c'est moyenne carrée ordinaire. En anglais, on parlera de OLS. Donc, il vous dit que voici l'estimation des modèles. Donc, avec un temps qui ne tient pas compte de l'hétérogénéité. Maintenant, on peut revenir ici. On peut se dire que est-ce qu'il y a possibilité d'intégrer les effets individuels? Pour intégrer les effets individuels, on peut reprendre le modèle MTO, mais où on va essayer de rajouter des effets individuels. Comment rajouter des effets individuels? Ça veut dire que vous allez créer une variable indicative. Une variable indicative, c'est une variable qui va prendre 1 dans certaines situations et dans d'autres situations qui va prendre 0. Ici, nous, les variables indicatrices que l'on va créer, c'est quoi? On va créer une variable qui va prendre 1 si on est au Sénégal, 0 sinon. Ça permet de capter les spécificités du Sénégal. De la même manière pour le Mali aussi, on peut créer une variable qui va prendre 1 si on a des données liées au Mali. Et si ce sont des données qui ne sont pas liées au Mali, dans ce cas, on met 0. On parlera de variables indicatrices. Comment on peut le faire sur Ustata? On peut mettre un i pour indicatrice. Maintenant, quelles sont les variables pour lesquelles on doit prendre les indicatrices? C'est country. Cette commande-là permet de dire à Ustata, je veux que dans le modèle MCO, que vous puissiez m'intégrer les spécificités pour chaque pays.
Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer des variables indicatrices. Donc, on met i, on met point. Après, on met country. Quand on le fait, regardez ce qui apparaît. Ici, vous voyez que la probabilité maintenant est de 0,03. Donc, c'est une probabilité de 3%. Vous voyez qu'une probabilité, là-bas, on avait des probabilités de 80%, etc. On avait dit que le modèle n'était pas globalement significatif. Mais quand on rajoute les spécificités, la probabilité devient 3%, elle devient faible. Et 3%, elle est plus petite que 5%. Donc là, on peut dire que le modèle est globalement significatif. Donc, vous voyez que dès l'instant, quand vous faites un modèle de régression sans tenir compte des spécificités, les X1, X2, X3 n'expliquent pas. Mais en réalité, les X1, X2, X3 expliquent si on tient compte des spécificités. Donc là, par exemple, le fait de tenir compte des spécificités nous montre que on a bel et bien des variables donc pertinentes pour pouvoir expliquer le Y. Quand on revient, regardez X1. Vous voyez qu'on avait fait un modèle de régression Y et X1. La conclusion qu'on avait, c'était que X1 n'expliquait pas Y. On avait vu que la probabilité était très élevée. Maintenant, si on tient compte des spécificités, regardez la conclusion change. Au départ, on avait dit que X1 n'expliquait pas Y. Cette fois-ci, on est arrivé à voir que X1 explique bel et bien Y. Donc, ce qui veut dire quoi? Le choix d'un bon modèle aussi est important. Quelqu'un peut choisir un modèle qui n'est pas très bon, aboutir à une conclusion pour dire que non, ça n'explique pas. Alors qu'en réalité, cette variable-là explique bel et bien Y, mais sauf que c'était le modèle choisi qui n'était pas le bon. En corrigeant et en utilisant le bon modèle, on peut obtenir une conclusion qui est différente. Donc ça, c'est le domaine de l'économétrie. C'est un exemple qu'on a préféré utiliser. Ça vous montre vraiment l'intérêt de perdre du temps à trouver un bon modèle. Parce que trouver un bon modèle, ça nous permet aussi d'avoir des conclusions beaucoup plus pertinentes, des recommandations beaucoup plus pertinentes. Donc, il faut éviter de choisir un modèle qui n'est pas très pratique. Donc là, un modèle MCO simple n'est pas très pratique et ça nous a conduit à une conclusion comme quoi que les variables ici n'expliquaient pas. Mais après avoir proposé un modèle beaucoup plus réaliste, pourquoi ce modèle est beaucoup plus réaliste? Ce modèle est beaucoup plus réaliste parce que ce modèle admet la présence des spécificités. Alors que le panel homogène, comme le nom l'indique, homogène, supposait qu'il n'y avait pas de différence. Si on a un modèle où il n'y a pas de différence, vous voyez que c'est un modèle qui n'est pas réaliste. Vous pouvez l'admettre et faire les estimations, mais ça peut vous conduire à des erreurs dans vos interprétations. Utiliser un modèle qui intègre des effets individuels, donc des effets différenciés, c'est beaucoup plus réaliste que de considérer un modèle où on suppose qu'il n'y a pas de différence qui est homogène. Et dans ce cas, vous voyez que les X1 expliquent bel et bien, même si les X2 et les X3 n'expliquent pas donc la variable Y. Donc là, c'est les spécificités. On avait vu qu'il y avait des spécificités. Donc là, ça permet de capter les spécificités pour chaque pays. Ça permet de capter les spécificités pour chaque pays. Donc pour le PIB, sa spécificité, c'est moins 5,96. Pour C, par exemple, la valeur correspondante, c'est moins 1,60. Pour le D, c'est moins 2,09, etc. Donc, vous voyez que là, ça permet de capter les spécificités. Alors que dans le modèle d'origine qu'on a eu à faire, il n'y avait pas cela, on avait les mêmes paramètres. Ici, on arrive à atteindre. Tantôt, vous avez des valeurs positives, tantôt, vous avez des valeurs négatives par rapport à un pays qui est considéré comme la référence. Ici, la référence, c'est le pays A. Étant donné qu'on a supposé qu'il y a des spécificités, il faut toujours choisir un pays de référence. Vous voyez que normalement, on avait A, B, C, D, E, F, G. Mais ici, quand vous regardez bien, il
n'y a pas A. Pourquoi il n'y a pas A? Parce que à chaque fois quand vous avez des modalités, on vous a expliqué ça aussi en économie, c'est pour éviter ce qu'on appelle la multicollinéarité. Quand vous avez la variable genre composée de homme et femme, il ne faut pas mettre homme et femme en même temps. C'est soit vous mettez simplement homme, en sachant que là-bas, c'est homme qui est la référence, c'est femme qui est la référence. Ou bien vous pouvez considérer homme comme référence si vous mettez femme dans votre modèle, mais pas mettre homme et femme. Si vous mettez homme et femme dans le modèle, alors il faudrait enlever la constante pour éviter ce qu'on appelle la multicollinéarité. Donc là, c'est A. Donc ça veut dire qu'ici, B donne des valeurs inférieures par rapport comparé à A. Quand c'est des valeurs négatives, ça veut dire que c'est des pays pour lesquels les Y correspondants sont inférieurs par rapport au pays A. Quand vous avez des valeurs positives, comme pour le pays F, on a 8, ça, cela veut dire qu'on a une valeur qui est supérieure par rapport à la référence. Donc, les valeurs négatives, c'est des valeurs inférieures par rapport à la référence. Les valeurs positives, c'est des valeurs supérieures par rapport à la référence. Mais le fait d'avoir choisi d'intégrer les spécificités, ça nous a permis d'avoir un bon modèle que l'on peut accepter. Pourquoi? Parce que globalement, on avait vu que ici, ça vous est souligné globalement, donc on a une probabilité qui est faible. Mais quelqu'un peut dire, ah bon, ça c'est un peu compliqué, hein, le fait d'intégrer les spécificités avec le modèle MTO. On peut utiliser la commande xtrect. Xtrect, ça permet de faire de la régression pour un modèle à effet fixe, hein, à effet aléatoire, à effet bit 8. On avait expliqué aussi l'approche bit 8, où dès le départ, on calculait les moyennes pour chaque individu. Ensuite, on faisait donc un modèle de régression MTO, mais sur les valeurs moyennes. Donc là, on peut mettre Y, on peut mettre X1, on peut mettre X2, on peut mettre X3. Ensuite, il faut mettre l'option, il faut préciser l'option. On avait vu qu'il y avait un tronc commun. Ça, je l'avais rappelé la séance passée. Pour les modèles, les données de panel, il y a une partie qui est commune. Donc, on essaie d'expliquer Y par rapport à X1, X2, X3. Ce qui les différencie, c'était les hypothèses. On avait dit qu'il y avait des hypothèses pour les modèles à effet fixe, effet individuel fixe. Il y avait des hypothèses. Parmi les hypothèses, on avait vu qu'il pouvait y avoir une corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Il y avait aussi ce qu'on appelle les modèles à effet aléatoire, qui avaient ses propres hypothèses. Et dans ces hypothèses-là, on avait vu que les effets individuels, les MUI n'étaient pas corrélés aux variables explicatives. Donc, vous voyez que selon les hypothèses, il y avait une méthode d'estimation correspondante. Donc, si vous pensez qu'on a affaire à un modèle à effet individuel fixe, donc vous supposez qu'il y a les alpha I ou les mu I qui peuvent être considérés comme des constantes ou bien qui arrivent à créer une corrélation entre les effets individuels et les valeurs explicatives, alors vous mettez la commande FE pour dire que je suis en train d'estimer, je suis en train d'estimer un modèle donc à effet individuel fixe. Donc je suppose ici comme hypothèse qu'il peut y avoir une corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Donc quand on fait cela, on met entrée. Voici les résultats que l'on obtient. Ce qu'il faut dénoter, c'est quoi? Cette commande-là donne les mêmes résultats que la commande qu'on avait utilisée avec le modèle MTO où les spécificités étaient prises en compte. Regardez pour X1. Le modèle où on avait intégré les spécificités, pour le X1, on avait 2,42, 2,42, 6,9. Et regardez, avec la commande xtrect, on a aussi 2,42. Vous voyez que c'est deux méthodes d'estimation différentes, mais qui produisent les mêmes effets.
Tout ceci pour dire quoi? Ça veut dire que la commande XTRX, c'est une commande qui fait l'estimation en tenant compte des effets différenciés. Ici, les effets différenciés sont considérés comme fixes, donc on peut créer des variables indicatrices pour pouvoir capter ces effets individuels. Donc là, on a 2,42 et notons aussi que la probabilité ici est de 4%. Donc 4%, ça veut dire que c'est compris entre 1% et 5%, ce qui veut dire que le X1 est significatif. C'est X1 est significatif, donc on a à peu près les mêmes résultats que ici. Quand on considère X2, on a 1,82. Quand on considère X3, on a 3,10. Ça, c'était avec la méthode MCO où on a intégré les variables indicatives. Ici aussi, on peut faire pareil. En comparaison, X2, vous voyez qu'on a 1,82, les mêmes valeurs. Quand on prend X3, on a 3,10, les mêmes valeurs. Et on peut remarquer que ces deux, ça, ce n'est pas significatif parce qu'on a une probabilité de 37% qui dépasse largement 10%. Donc, ce n'est pas significatif. On a une probabilité ici de 40% qui dépasse largement 10%, donc aussi ce n'est pas significatif. Donc, il n'y a que X1 qui a une probabilité faible de 4%. Donc, ce qui entraîne qu'on a bel et bien une variable significative au seuil de 5%. Donc, c'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Je reviens dans le fichier. Donc, la commande XTRX, ça permet donc de faire un modèle de régression où on va introduire des effets individuels mais qui sont fixes. Hein. Le FE, c'est pour fixe effet. Et donc, ça donne les mêmes résultats que pour le modèle MCO, où on a intégré les spécificités. Par contre, si on le compare par rapport au modèle MCO, où on n'intègre pas les spécificités, on a des résultats différents. Nous avons vu que pour le modèle MCO, où on n'a pas intégré les spécificités, ça a donné des résultats qui n'étaient pas satisfaisants. Par contre, quand on intègre les spécificités, ça donne des résultats beaucoup plus intéressants. Et ces résultats-là sont similaires, sont identiques à ce qu'on obtient à travers la commande XTRX, donc sur Xdata, qui permet d'estimer un modèle de régression linéaire d'une donnée interpanel avec l'hypothèse qu'on a des effets individuels fixes. Donc, vous voyez qu'on retrouve les 2,48 ans. Et là, c'est pour les trois variables. Ici, on n'a pas les mêmes valeurs parce qu'on a enlevé X2, X3. Notez que ici, étant donné que le X2 n'est pas significatif, le X3 n'est pas significatif, quelqu'un peut se dire que, bon, X2 n'est pas significatif, ça veut dire que X2 n'explique pas Y. X3 aussi n'explique pas Y. Comme que X2 n'explique pas Y, X3 n'explique pas Y, on peut enlever X2, X3. Mais là aussi, il y a des précautions à faire. Ce n'est pas parce que X2 n'explique pas Y, que X3 n'explique pas Y, qu'on doit forcément les enlever. Avant de les enlever, il faut regarder est-ce que le couple X2, X3, globalement, explique ou n'explique pas. On peut avoir des situations pour lesquelles X2 n'explique pas, X3 n'explique pas, mais X2, X3, puis conjointement, arrive à expliquer Y. Donc, c'est pourquoi maintenant, il y a des tests, par exemple, il faut tester est-ce que le X1, on peut regarder est-ce que le X1 ou le X2, globalement, par exemple, arrive, non, du moins, c'est pas ça que je voulais taper, c'est X2. Est-ce que X2 et X3, globalement, est-ce que ça arrive à expliquer? Donc ici, regardez, ce qu'on est en train de tester, c'est l'hypothèse nulle de X2 égale 0 et X3 égale 0. Est-ce qu'on peut supposer qu'ensemble, X2 et X3 sont nuls en même temps, conjointement? Ici, on calcule aussi la statistique des fichiers qui nous donne 0,88. Ensuite, on regarde la probabilité. Maintenant, c'est cette probabilité qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on peut enlever globalement
x2 et x3. Ici, la probabilité est supérieure à 40%. Donc, ici, c'est 42%. Donc, 42%, c'est vraiment une grande probabilité qui dépasse largement les 10%, les 5% ou les 1%. Étant donné que 40% dépasse largement les 10%, on peut accepter l'hypothèse nulle. Accepter l'hypothèse nulle, c'est-à-dire qu'effectivement, les x2 et x3 sont conjointement nuls. Et si on arrive à montrer que x2 et x3 sont conjointement nuls, ça veut dire qu'on peut revenir dans ce modèle qui est là et on enlève x2. Ici, vous voyez que vous avez enlevé x2 et x3 en même temps. Donc, pour pouvoir enlever x2 et x3 en même temps, il faut regarder est-ce que quand on les met ensemble, il y a un pouvoir explicatif ou pas sur la variable y. S'il n'y a pas de pouvoir explicatif, on peut les enlever. Ici, ce que nous venons de voir nous montre que on peut enlever x2 et x3 conjointement. Pourquoi? Parce que la probabilité associée est très grande, donc supérieure à 10%. Donc finalement, le modèle à retenir, ce sera le modèle suivant. On peut enlever x2 et x3 parce que ça n'explique pas, il n'y a que x1 qui explique. Et pour x1 qui explique, voici les résultats. On va avoir 2,48 avec une probabilité de 2,9%. Qui est une probabilité comprise entre 1 et 5%. La conclusion demeure la même, à savoir que x1 est une variable qui explique y en utilisant un modèle à effet fixe. Maintenant, quelqu'un peut se dire que moi j'ai étudié, mais je pense que les hypothèses associées au modèle à effet fixe ne sont pas vérifiées dans mon cas. Moi, je suppose plutôt que qu'est-ce qui est vérifié, c'est les hypothèses d'un modèle de panel à effet individuel aléatoire. On avait vu aussi les hypothèses à effet aléatoire. Cela supposait que les mu-i étaient des variables aléatoires. On avait expliqué aussi le principe. On avait vu que pour les mu-i variables aléatoires, ça veut dire que pour chaque individu, c'est comme si vous aviez une pièce, un D, ou bien vous avez une variable aléatoire qu'on appelle la loi normale. Et pour chaque ménage ou pour chaque pays, on lui demande de lancer la pièce ou de lancer le dé. Donc, quand vous lancez le dé, ça va générer une variable aléatoire, ça va venir une variable quelconque. Donc ici, au lieu que cela soit un dé, c'est plutôt une loi normale, par exemple, qui prend des valeurs dans R. Ça, c'est sûr que d'un individu à l'autre, quand vous lancez, vous allez avoir des valeurs qui sont différentes. Et dès l'instant qu'on lance et qu'on obtient le résultat, ce résultat maintenant ne bouge plus. Ça, c'est un peu l'hypothèse des effets individuels aléatoires. Dans ce cas, si on pense que c'est ça, que les effets ne sont pas fixes, mais c'est aléatoire, variant d'un individu à l'autre, donc quand je veux faire l'estimation, je vais faire x1. Ça, je peux rajouter aussi x2. Le modèle global. On vous recommande à chaque fois, quand vous faites un modèle économétrique, de travailler sur le modèle global. Le modèle global, ça veut dire que c'est le modèle qui contient toutes les variables. Maintenant, après estimation, il faut trouver des variables qui ne sont pas pertinentes. Les variables qui ne sont pas pertinentes, on peut revenir les enlever et refaire une autre estimation. Ce qu'on avait fait, par exemple, avec la commande XTRX avec l'option FE. On avait mis les trois variables, on s'est rendu compte que X2 n'était pas significatif et X3 n'était pas significatif. Ensuite, on ne s'est pas enlevé individuellement. On a regardé est-ce qu'on peut les enlever conjointement. On a fait un test sur Istata. Il faut juste mettre test. Vous tapez test, vous mettez les variables pour lesquelles vous voulez tester est-ce que c'est nul ou pas. Donc, vous mettez X1 et X2. Non, X2, du moins, c'est X3. Et puis, vous regardez, quand vous avez une probabilité élevée, cela veut dire qu'on peut les enlever dans le modèle. Maintenant, si la probabilité est faible, cela veut dire qu'on ne peut pas enlever les deux variables en même temps. Il y aura une seule variable qui pourrait traiter, mais pas les deux en même temps. Maintenant, on veut estimer le même modèle en supposant qu'on a des effets individuels aléatoires. Dans ce cas, on reprend la partie commune. La partie commune, c'était la variable explicative, la variable à expliquer et les variables explicatives.
Donc, si on reprend la partie commune, ensuite, on rajoute les options. Les options, ça permettait maintenant d'intégrer les hypothèses. Là, on suppose qu'on a un modèle à effet aléatoire, effet individuel aléatoire. Cela veut dire, comme on avait dit tout à l'heure, que les effets individuels ne sont pas corrélés avec les variables explicatives. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Vous voyez que ici, on obtient des résultats qui sont différents du modèle MCO. Si vous retenez bien, MCO, ce n'était pas ça qu'on avait. MCO, on avait comme valeur on avait 2,42. On avait 2,42 qui était là. Après, on avait 1,82. Ensuite, on a 3,10. 2,42, 1,82, 3,10. Vous voyez qu'avec l'option RE, donc RE, c'est pour random effect. Hein? Le R qui est là, c'est pour random. Le E qui est là, c'est pour effect. FE, F c'est pour fixe. Le I c'est pour effect. Hein? Effet fixe. Random effect en anglais, donc effet aléatoire. C'est ce qui explique le FE et le RE. Donc le FE, c'est pour effet fixe. Le RE, c'est pour effet aléatoire. Et nous venons de voir que on n'a pas les mêmes résultats si on travaille avec les hypothèses d'effet fixe et d'effet aléatoire. Maintenant, pour l'effet aléatoire, si on regarde bien, est-ce que le modèle est globalement significatif? Vous regardez ici. Là, c'est un autre type de test en colonie, ce qu'on appelle test de Wall. Quand il y a des tests de Fisher, il y a ce qu'on appelle aussi le test de Wall. Ici, c'est le test de Wall qui est utilisé. Donc, pour l'aspect XY, hein, pour déterminer. Maintenant, si c'est effet fixe, là-bas, c'est le modèle MCO, c'est la statistique de Fisher. La statistique de Fisher. Mais les deux tests là sont asymptotiquement équivalents, hein, quand le nombre d'observations est très grand. Maintenant, regardez ici, la probabilité est de 0,34. La probabilité est de 0,34, cela veut dire que le modèle globalement n'est pas significatif. Pas significatif. Ce n'est pas un bon modèle. Alors que si on avait mis XT, je reprends ça ici, lorsqu'on avait mis l'option FE, on avait globalement un modèle qui est significatif au seuil de 10%. On a un modèle qui est significatif au seuil de 10%. Pourquoi? Parce qu'on a 9%. 9% est inférieur à 10%. Donc là, on va dire que le modèle est significatif, mais faiblement au seuil de 10%. Quand vous avez quelque chose qui est significatif au seuil de 1%, ça veut dire que voilà, c'est très significatif. 5%, c'est moyennement, 10%, c'est faiblement. Là, vous voyez que c'est significatif au seuil de 10%. Pourquoi? Parce que 9% est plus petit que 10%. Par contre, ce modèle n'est pas significatif au seuil de 5%. Pourquoi ce n'est pas supérieur à 5%? Parce que 9% est supérieur à la référence 5%. Donc, quand c'est supérieur à la référence, il faut savoir que ce n'est pas significatif. Quand c'est inférieur à la référence, alors c'est significatif. Donc, ça, vraiment, c'est un point important à retenir. Parce que souvent, quand on fait des modèles économétriques, après, il faut faire des tests, est-ce que c'est significatif, est-ce que ce n'est pas significatif. Donc, comment se retrouver? Il y a beaucoup d'étudiants qui ont du mal à se retrouver par rapport à ça. Ce que je peux donner comme règle, c'est quoi? C'est vous définissez votre référence. Référence ici, ça peut être 1%, ça peut être 5%, ça peut être 10%. Définissez votre référence entre 1, 5, 10%. Maintenant, si vous voulez savoir est-ce que c'est significatif ou pas par rapport à votre référence, la règle des décisions est simple. Quand la probabilité dépasse votre référence, ce n'est pas significatif. Quand la probabilité obtenue est dans l'intervalle 0,1, bien entendu, c'est une probabilité. Quand votre probabilité dépasse votre référence, il faut savoir que la variable n'est pas significative. Par contre, si la probabilité est inférieure à votre référence, c'est significatif. Donc, si ma référence est 10%,
9% étant plus petit que ma référence, qui est 10%, ça veut dire que c'est significatif au seuil de 10%. Par contre, si je prends 5%, ce n'est pas significatif parce que si c'est 5% qui est ma référence, alors 9% est supérieur à 5%. Étant donné que 9% est supérieur à ma référence qui est ici maintenant 5%, je dirais que le coefficient n'est pas significatif. Donc, le coefficient n'est pas significatif au seuil de 5%, mais elle est significative au seuil de 10%. Ça aussi, c'est des éléments à connaître. Donc là, c'est significatif au seuil de 10%, alors que pour l'effet aléatoire, lorsqu'on a estimé notre modèle ici, à travers l'effet aléatoire, on avait une probabilité de 34% qui n'est pas significative. Donc, parmi ces deux-là, on aurait dû préférer le modèle à effet fixe, hein, parce que là-bas, le modèle à effet fixe, au moins globalement, c'est significatif au seuil de 10%, alors que l'effet aléatoire, ce n'est pas significatif au seuil de 10%. Mais pour se décider, est-ce qu'on doit choisir l'effet fixe ou l'effet aléatoire? Généralement, on ne se fonde pas sur ça. Ici, on pouvait l'utiliser pour faire la discrimination, pour dire que quel est le modèle que l'on doit choisir. Là, ça aurait suggéré peut-être qu'on se positionne par rapport au modèle à effet fixe qui donne quand même un pouvoir significatif au seuil de 10%, alors que le modèle à effet aléatoire ne donne pas. Donc là aussi, on peut regarder individuellement. Ça, c'est globalement. Vous avez dit que quand vous regardez ici, vous commencez toujours par regarder. Ça vous dit globalement. Mais même globalement, quand c'est significatif au seuil de 10%, il faut maintenant regarder localement. Donc, cette fois, on regarde globalement. Est-ce que c'est significatif? Oui, c'est significatif globalement. Mais ce n'est pas parce que c'est significatif globalement que toutes les variables individuellement donc, sont expliquées. On peut avoir un modèle qui est globalement significatif, mais quand vous regardez à l'intérieur, au niveau local, on peut se rendre compte que ce n'est pas toutes les variables qui expliquent. Il y a certains qui expliquent, il y a d'autres variables qui n'expliquent pas. Donc ici, quand on regarde X1, ça c'est le paramètre bêta expliqué. D'accord? Ça c'est l'écart type, comme d'habitude. Ça c'est la statistique des étudiants, qui n'est rien d'autre que le bêta divisé par le sigma. Donc ici, on va avoir 2,42 10 puissance 9 divisé par 1,16 10 puissance 9. Donc, quand vous faites ce rapport-là, cette division, vous allez obtenir 2,10. 2,10 étant supérieur à 10 et du moins 2,10 ou 2,1 étant supérieur à 2, on peut supposer que le quotient est significatif. On peut le voir aussi ici. Ici, on a une probabilité de 4%. 4%, c'est inférieur à ma référence 5%. Étant donné que 4% c'est inférieur à ma référence de 5%, cela veut dire donc qu'on a un quotient qui est significatif au seuil de 5%. Par contre, quand on regarde X2, vous voyez qu'on a une statistique de 0,9 qui est inférieure à valeur absolue à 2. Étant donné que c'est inférieur à 2, donc là, on peut dire que ce n'est pas significatif. On le retrouve, hein, on a une probabilité de 37%. 37% qui est supérieur à 10%. Donc, étant donné que 37% est supérieur à ma référence de 10%, le quotient n'est pas significatif. Là aussi, pour le X3, on a déduit que le quotient n'est pas significatif. Donc, étant donné que ici, n'est pas significatif, on aura tendance à dire est-ce qu'on ne peut pas l'enlever, vu que X2 n'explique pas. Donc, il n'a pas d'intérêt dans le modèle. On regarde aussi, on trouve que X3 n'est pas significatif. On dit, ah, étant donné que X3 n'est pas significatif, est-ce qu'on ne peut pas l'enlever parce qu'il n'a pas d'intérêt, il n'explique pas. Oui, on peut les enlever, mais étant donné qu'on va enlever X2 et X3, il faut regarder conjointement. Est-ce qu'on peut les enlever? Donc là aussi, on peut reprendre les tests qu'on avait fait. Là, je suis parti à l'historique. Hein. Si vous tapez des commandes, il s'attend chaque fois à mémoriser ces commandes-là. De sorte que quand vous avez besoin d'une commande qui a été déjà tapée, au lieu de revenir retaper la commande, il suffit juste de cliquer pour faire apparaître la commande. Donc là, quand on tape, ici, on vous dit qu'on est en train de tester est-ce que X2 est nul et X3 est nul. Donc, on a deux contraintes. Hein. C'est est-ce que X2 et X3 nul. Et quand on veut tester est-ce que plusieurs variables sont nulles,
Je pense que vous l'avez vu dans les cours de MTO, il faut utiliser la statistique de Fisher. Donc, le F qui est là, c'est la statistique de Fisher qui vous donne le nombre de variables que contiennent. Ça, c'est les degrés de liberté. Donc, ça vous donne le test de Fisher. Et le test de Fisher ici, si on veut savoir est-ce que c'est, on peut accepter que c'est nul ou pas, on regarde la probabilité. Donc, la probabilité de ce qui est là. Quand vous voyez prop supérieur à F, ça vous donne la probabilité. Et cette probabilité, vous la comparez avec votre référence. Votre probabilité de référence, ici même à 10%. Si c'est 1%, c'est supérieur à 1%. Si vous prenez 5%, c'est supérieur à 5%. Si vous prenez 10%, c'est supérieur à 10%. Donc là, c'est une probabilité qui est très grande, c'est supérieur à 10%. Donc on en déduit que ce n'est pas des variables qui expliquent Y. Mais vu qu'on vient de voir que X de X3 n'explique pas Y, ça veut dire qu'on peut revenir ici, refaire l'estimation en enlevant X2 et X3. Donc, ce qui va donner le résultat qui est là. Et même ce résultat, où on a mis que X1, ça a augmenté un peu le pouvoir explicatif, mais jusqu'à présent, ce n'est pas significatif. On a une probabilité de 16%. Or, 16% dépasse 10%. Étant donné que 16% dépasse notre référence qui est 10%, on en conclut que le modèle n'est pas globalement significatif. Donc, si on me demande de choisir entre les deux, j'aurais penché pour le modèle à effet fixe. Pourquoi? Parce que c'est le modèle à effet fixe qui arrive à donner un modèle globalement significatif, alors que le modèle à effet aléatoire ne donne pas ici un modèle globalement significatif. Mais dans la littérature, la bonne approche à faire, c'est ce qu'on appelle le test de Haussmann. Ça, c'est une première manière de faire dans notre cas, mais que je ne vous recommande pas, parce que dans la plupart des modèles, vous pouvez appliquer le modèle à effet fixe, vous trouvez que le modèle est globalement significatif. Vous appliquez le modèle à effet aléatoire, vous trouvez aussi que le modèle est globalement significatif. Ici, on est un peu chanceux parce que dans un des modèles, c'est globalement significatif, alors que dans l'autre, ce n'est pas significatif. Mais dans la plupart des cas, on se retrouve avec deux modèles qui sont globalement significatifs. Donc, pour effet fixe, on trouve que c'est globalement significatif. Pour effet aléatoire aussi, on trouve que c'est globalement significatif. Donc, vous voyez que là, maintenant, on ne peut plus discriminer, comme on l'a fait ici. Ici, on était censé. Pour un, c'était significatif globalement, alors que l'autre, ce n'était pas significatif. Donc, facilement, on pouvait faire notre choix. Mais il y a des situations pour lesquelles le choix n'est pas facile parce que dans les deux modèles, on obtient le résultat que c'est globalement significatif. Donc, si on a deux modèles qui sont globalement significatifs, comment on peut arriver à choisir un modèle parmi les deux? Là-bas, on utilise ce qu'on appelle le test de Haussmann, qu'on va essayer maintenant d'expliquer. Après, on reviendra un peu pour faire la pratique. Voilà, ça revient un peu sur les effets aléatoires, on l'avait expliqué. Là, il n'y avait pas de corrélation entre les effets individuels qui sont aléatoires ici et les variables explicatives. Maintenant, voici la question que l'on se pose. Qu'est-ce qu'il faudrait choisir? Est-ce qu'on doit se positionner par rapport à un modèle à effet fixe ou bien est-ce qu'on doit se positionner par rapport à un modèle à effet aléatoire? Pour répondre à cette question, on va utiliser ce qu'on appelle le test de Haussmann. Donc ça, c'était un de vos camarades avait posé la question, comment on peut savoir maintenant lequel choisir? Là-bas, on avait illustré un cas qui était simple où l'un nous donnait un modèle qui était globalement significatif, l'autre donnait un modèle qui n'était pas globalement significatif. Donc, il était simple de faire le choix. Mais dans la pratique, comme je l'ai dit, on peut retomber sur deux modèles qui sont globalement significatifs et donc on ne puisse pas choisir.
Donc, ce qui va nous permettre de faire la différence, c'est ce qu'on appelle le test de Haussmann. Maintenant, comment on peut appliquer le test de Haussmann? Pour appliquer le test de Haussmann sur du Stata, il faudrait récupérer les estimations des deux modèles. Ça veut dire le modèle à effet fixe. Vous estimez, vous récupérez les paramètres des estimations. Ensuite, vous estimez un modèle à effet aléatoire et puis vous récupérez aussi les paramètres estimés et vous les stockez dans des variables que vous aurez à donner. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. On va reprendre. On va faire l'estimation. Ça, c'est les résultats qu'on a obtenus avec le modèle à effet individuel fixe. Hein. Comme vous l'avez remarqué ici, c'est fixe. Maintenant, voyez les paramètres estimés qui sont là. Je vais les récupérer et les stocker dans une variable. Pour faire le test de Haussmann, vous avez besoin d'avoir des informations sur les estimations des deux modèles. À partir des estimations des deux modèles, Haussmann va calculer une statistique qui lui permettrait après de pouvoir se décider du choix. Après, je vais essayer d'expliquer un peu le principe. Donc, comment estimer maintenant, comment stocker les paramètres? Pour stocker les paramètres de votre estimation, ça, j'ai estimé le modèle à effet fixe. Hein? On l'avait vu. Donc, c'est le modèle qui est là. Hein? C'est la commande qui est là. On l'a estimé. Maintenant, si je veux récupérer ou stocker, ce que je mets, c'est quoi? Je mets estimate. C'est une commande hein, à mettre à Stata. Store. Ça ne change pas. À chaque fois, il faudra le faire. C'est la commande qui permet de dire à Stata, estimate, hein, c'est estimation. En anglais, to store, c'est emmagasiner, stocker. Donc, là, cette commande l'a dit à Stata de stocker ou voilà, de mettre dans un bloc les paramètres estimés. Maintenant, dans quel bloc, il faudra donner un nom à ce bloc. Ce bloc-là, on l'a noté fixe. Ici, vous pouvez donner n'importe quel nom. Hein. C'est une variable. Hein. C'est comme votre prénom. Je peux mettre Moussa, Paté, tout ce qu'on veut. Ce qu'on ne peut pas changer, c'est les deux premiers. Ça ne doit pas bouger. Quand ça bouge, ça va vous donner une erreur. Maintenant, où est-ce qu'on doit mettre les variables estimées? On doit les stocker où? Maintenant, pour ne pas se perdre, souvent les gens mettent fixe. Pour dire que dans fixe, on a eu à mettre les paramètres estimés du modèle à effet individuel fixe. Donc, on met fixe, mais je pouvais mettre même ici compter. Je pouvais mettre ici compter. Quand je mets compter, ça veut dire que les paramètres estimés sont stockés dans une variable compter. Mais vous voyez que compter, quelqu'un va lui dire qu'est-ce que c'est compter? Ils ne vont pas comprendre. Maintenant, pour permettre au lecteur de bien comprendre, au lieu de mettre compter, on va mettre fixe. De sorte que quand quelqu'un voit la variable fixe, il va dire en fixe, donc sûrement c'est la variable qui a eu à stocker les estimations issues du panel à effet individuel fixant. Donc, ça met entrée. Donc, rien ne se passe. Hein. Vous voyez que quand vous mettez cette commande, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que c'est juste une commande qui permet de stocker. Maintenant, si c'est des modèles de régression, là, quand vous tapez entrée, ça va défiler, ça va vous donner les sorties, la variable à expliquer, les variables explicatives et tout. Ensuite, on va faire la deuxième estimation en utilisant l'option RE. L'option RE, on met entrée. Après avoir estimé, là, on avait vu que le modèle n'était pas globalement significatif, parce qu'on avait 16%. On va essayer aussi de stocker les paramètres estimés. Bon, pour stocker ces variables-là, on va les amener dans une variable qu'on va appeler random.
comme je l'ai dit, on pouvait mettre aussi tout ce que l'on veut, hein, random ou n'importe quel nom, mais c'est pour permettre au lecteur de mieux se retrouver. Donc là, on va mettre random pour dire que la partie concernant l'effet aléatoire, donc les paramètres estimés ont été stockés dans une variable que l'on a nommée random. Quand on met entrée, là aussi rien ne se passe. Pourquoi? Parce que c'est juste les informations issues de l'estimation qu'on a eu à stocker dans la variable nommée random. Maintenant, quand on a stocké les deux, on peut appliquer le test de Haussmann. Le test de Haussmann, maintenant, c'est quoi? Vous mettez la commande Haussmann, vous mettez la variable fixe. Fixe, ici, c'était la variable qui a eu à stocker vos estimations par rapport au modèle à effet fixe. Ensuite, vous rajoutez le nom de la variable random, où random, c'est la variable qui a pu stocker les estimations issues de votre modèle à effet aléatoire. Donc, on va taper ça Haussmann. On revient à notre application. Haussmann fixe random, on met entrée. Donc, voici les résultats. Il faut maintenant qu'on puisse interpréter ces résultats-là pour regarder qu'est-ce qu'il faudrait choisir. Quand vous tapez Haussmann fixe random, il va vous donner ce tableau qui est là. Ce tableau qui est là, ça permet de regarder est-ce que on doit travailler sur un modèle à effet fixe ou bien est-ce qu'on doit travailler sur un modèle à effet aléatoire. Ce qu'il faudrait noter, c'est quoi? C'est que quand vous travaillez avec un modèle à effet individuel fixe, un modèle à effet individuel, la méthode qu'on a utilisée qui consiste à travailler sur les variables centrées, ça veut dire à appliquer un modèle MTO où on va travailler sur les variables YI et moins YI bas. C'est un modèle qui donne des estimateurs qui sont consistants. Un estimateur qui est consistant, c'est quoi? Ça veut dire que ça va nous proposer des valeurs qui vont converger vers les vraies valeurs quand le nombre d'observations tend vers l'infini. Donc, quand le N, quand le nombre d'individus devient grand, que le T, le nombre d'observations devient très grand, alors les valeurs proposées par notre estimateur donc, vont converger vers les vraies valeurs. C'est ce qu'on appelle un estimateur consistant. Donc, un estimateur consistant ici est obtenu à travers donc l'estimateur avec effet fixe. Hein. Pourquoi? Bon, là, c'est un peu l'aspect théorique, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il faut regarder ici. Ça veut dire que quand vous avez des effets, même si vous avez des effets aléatoires, individuels, des effets individuels aléatoires, dans la méthode d'estimation effet fixe, on essaie d'éliminer les effets individuels. Si vous enlevez les effets individuels, il y a ce qu'on appelle un problème d'endogénéité qui est réglé. Les effets individuels, souvent, étaient à l'origine de ce qu'on appelle des problèmes d'endogénéité. Et dans la méthode d'estimation effet fixe, on essaye de corriger cette endogénéité en éliminant les effets individuels. En quoi faisant? En mettant simplement les YIT moins YI bar. C'est une manière d'éliminer ces effets individuels. Et quand on élimine ces effets individuels, alors on peut faire l'estimation MTO sans pour autant qu'il y ait de biais. Ce qui veut dire qu'on aura ici un estimateur qui est convergent. Donc, l'approche d'estimation des modèles à effet fixe est robuste par rapport à l'hypothèse de corrélation des individus, des effets individuels avec les variables explicatives, mais également est robuste par rapport à l'hypothèse d'absence de corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives. Donc, c'est un modèle qui est tout-terrain. On peut l'expliquer comme ça, pour faire simple. Hein. Ça peut être un peu technique pour vous. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est quoi? C'est que quand vous utilisez l'effet fixe, c'est une méthode qui est tout-terrain. Ça veut dire que ce soit les hypothèses où on admet une corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives,
ou bien le modèle où on a supposé qu'il n'y a pas de corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives, que ce soit l'une, que ce soit l'autre, quand vous appliquez le modèle, l'estimateur effet fixe, alors vous avez des résultats très intéressants au sens où vous obtenez ce qu'on appelle un estimateur convergent. Ça, c'est une première remarque par rapport à ça. Donc, c'est un estimateur qui est tout terrain. Quand vous prenez l'effet aléatoire, le modèle effet aléatoire, lui, n'est pas tout terrain. Ça veut dire quoi? Que quand on a effectivement l'hypothèse que les effets individuels sont aléatoires, donc, et non corrélés avec les variables explicatives, c'est vraiment une méthode qui donne de bons résultats. Donc, si effectivement on a des effets individuels qui sont aléatoires avec absence de corrélation entre les effets individuels et les variables explicatives, alors vous avez ce qu'on appelle une bonne méthode d'estimation. Par contre, s'il y a une corrélation, entre les effets individuels et les variables explicatives, qui donnent des résultats qui ne sont pas très satisfaisants. Donc, en résumé, le modèle à effet fixe est tout terrain. Quelles que soient les hypothèses que vous amenez, quand vous amenez des données où c'est l'hypothèse une qui est satisfaite, ça donne de bons résultats. Quand vous amenez d'autres types de modèles où c'est l'autre hypothèse qui est satisfaite, ça donne de bons résultats. Donc, c'est tout terrain. Quelles que soient les hypothèses, ça marche. Alors que si c'est un modèle à effet aléatoire, pour l'une des hypothèses, ça marche bien. Bien entendu, l'hypothèse où ça marche bien, c'est l'hypothèse où on a les effets individuels qui sont aléatoires, hein, avec absence de corrélation avec les individus. Ça marche bien, et de l'autre côté, ça ne marche pas. Maintenant, que fait le test de Haussmann? Le test de Haussmann va dire, on va essayer de comparer les paramètres estimés pour le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire. Il n'y a pas une grande différence. S'il n'y a pas une grande différence, alors ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est quoi? C'est que ce qui est en réalité vérifié comme hypothèse, c'est les effets aléatoires, les effets individuels aléatoires. Pourquoi c'est les effets individuels aléatoires qui sont vérifiés comme hypothèse, quand il n'y a pas une grande différence? Parce qu'on avait rappelé tout à l'heure que l'approche modèle à effet fixe est tout terrain. Ça donne toujours de bons résultats. Pour l'autre aussi, ça donne de bons résultats. Donc, il n'y aura pas une grande différence entre le modèle à effet fixe et le modèle à effet aléatoire si on a comme hypothèse les effets individuels sont aléatoires. Donc, il n'y aura pas une grande différence. Et dans ce cas, il est recommandé donc, de travailler avec un modèle à effet aléatoire qui va donner de meilleurs résultats. Si par contre, il y a une grande différence entre les estimations obtenues avec le modèle à effet fixe et les estimations obtenues avec le modèle à effet aléatoire, ce qu'on en tire comme conclusion, c'est qu'en réalité, il y a un problème d'endogénéité qui se pose. Les effets individuels sont corrélés aux variables explicatives. Et dans ce cas, on avait vu que le modèle à effet aléatoire n'était pas très robuste, ce n'était pas tout terrain. Étant donné que ce n'est pas tout terrain, ça va donner des estimations qui sont loin des vraies valeurs. Alors que le modèle à effet fixe va donner des valeurs qui soient très proches des vraies valeurs. Ce qui explique donc ces différences grandes. Donc, pour faire simple, ça c'est vraiment pour vous expliquer que vous compreniez. Maintenant, quelqu'un qui a du mal à comprendre, je vais lui donner une technique à retenir. C'est ce que vous avez besoin au final. Au final, ce que vous faites, c'est quoi? Vous regardez simplement ce qui est là. La probabilité qui est donnée ici. Quand cette probabilité-là, elle est élevée, il faut privilégier le modèle à effet aléatoire. Quand la probabilité est très grande. Donc, si la probabilité est très grande, généralement, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Ici, l'hypothèse nulle, c'est travailler avec le modèle à effet aléatoire. Donc, si vous voulez savoir est-ce qu'on doit travailler sur un modèle à effet aléatoire ou bien sur un modèle à effet fixe, regardez simplement ce qui est là. Ensuite, définissez votre seuil. Si votre seuil c'est 10%,
5%, ça c'est une probabilité qui est inférieure à votre référence de 10%. Dans ce cas, on rejette l'hypothèse nulle et on doit travailler sur le modèle à effet fixe. On retrouve le résultat qu'on avait tout à l'heure. Donc, quand on travaille au seuil de 10%, alors il faudrait privilégier le modèle à effet fixe. Si par contre, on avait une probabilité qui était supérieure à 10%, qui est notre référence, dans ce cas, il faudra privilégier un modèle à effet aléatoire. Pourquoi? Parce que la probabilité a dépassé notre référence, donc il faut travailler sur le modèle à effet aléatoire. Maintenant, si notre référence n'est plus 10%, c'est 5%, dans ce cas ici, ce qui est ici, c'est 5,53%. 5,53% est supérieur à 5% à notre référence. Dans ce cas, on ne travaille pas sur un modèle à effet fixe, mais on travaille sur un modèle à effet aléatoire, du fait qu'on a une probabilité qui a dépassé notre référence. Donc, pour finir cette séance d'aujourd'hui, pour répondre à la question de savoir est-ce qu'on doit travailler sur un modèle à effet fixe ou bien sur un modèle à effet aléatoire, on calcule la probabilité. Le test de Haussmann, on l'a expliqué, hein? Vous estimez le premier modèle, vous stockez les données sur une variable. Vous estimez le deuxième modèle, vous stockez les paramètres sur une deuxième variable. Ensuite, vous mettez Haussmann, les noms des deux variables que vous avez eu à stocker. Ça va vous donner un résultat. Ce résultat-là, vous regardez la probabilité critique. Est-ce que cette probabilité critique dépasse votre référence? Si la probabilité critique dépasse votre référence, alors c'est le modèle à effet aléatoire qu'il faudrait utiliser. Si la probabilité que vous avez obtenue ne dépasse pas votre référence, donc elle est inférieure à votre référence, alors il faudrait privilégier le modèle à effet individuel. Donc, voici grosso modo comment on arrive à discriminer entre un modèle à effet fixe et un modèle à effet aléatoire. Donc, on le fait à travers ce qu'on appelle le test de Haussmann. Et je vous ai expliqué comment interpréter le test de Haussmann à travers des probabilités. Quand la probabilité est très grande, privilégiez le modèle à effet aléatoire. Quand la probabilité est très faible, privilégiez le modèle à effet fixe. Maintenant, est-ce que c'est très grand? Est-ce que c'est très faible? C'est par rapport à votre référence. Donc, très grand, très faible, une probabilité très grande ou très faible, c'est par rapport à votre référence. Et les références, souvent, c'est 5%, 10%, 1%. Donc, par rapport à votre référence, regardez, est-ce que c'est grand? Si c'est grand, privilégiez effet aléatoire. Si c'est faible, privilégiez effet individuel. Donc, voici à peu près ce que vous avez voulu proposer comme séance de cours. Maintenant, pour les 5 à 10 minutes qui restent, c'est ouvert pour des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous avez la parole. Monsieur, oui, oui. Je voudrais savoir comment faire pour choisir un seuil, soit 5% ou 10%. OK. Dans la pratique, ce n'est pas recommandé de choisir un seuil. Quand vous calculez, vous regardez. Par exemple, ici, je vais dire que c'est significatif au seuil de 10%. C'est soit vous mettez une étoile, 2 étoiles, 3 étoiles ou rien. Donc, votre seuil, ça peut être 10%. Ça peut, par exemple, ici, si je regarde bien 5%, cela veut dire 5,53%. Vous voyez que c'est inférieur à 10%. Donc, ça veut dire que c'est significatif. Maintenant, est-ce que c'est très, très significatif? Non, parce que c'est 10%. Donc, ça veut dire que c'est significatif en mettant une étoile. Maintenant, si vous avez une probabilité de 4%, 4% aussi, c'est significatif, hein? On est d'accord. Parce que c'est plus petit que 5%. Donc, c'est significatif au seuil de 5%. Dans ce cas, je vais mettre 2 étoiles. Ça veut dire que c'est significatif au seuil de 10%. C'est significatif au seuil de 5%. Donc, je vais mettre 2 étoiles. On peut avoir des probabilités très, très petites. Par exemple, 0,005.
0,005, c'est 0,5% qui est même plus petit que 1%. Dans ce cas, on va dire que c'est très significatif. On va dire donc 3 étoiles pour montrer que c'est très significatif. Donc, dans les études empiriques, il faut éviter de travailler avec un seul seuil. Il faut travailler avec les 3 seuils. Si c'est significatif au seuil de 10%, vous mettez 1 étoile. Significatif au seuil de 5%, vous mettez 2 étoiles. Significatif au seuil de 1%, vous mettez 3 étoiles. Maintenant, quand ça dépasse 10%, vous ne mettez aucune étoile. Là, vous dites simplement que ce n'est pas significatif. Je ne sais pas si c'est clair. Si c'est supérieur à 10%, ce n'est pas significatif. Quand c'est inférieur à 10%, c'est significatif. Maintenant, inférieur à 10%, ça dépend. Si c'est entre 5 et 10%, vous mettez 1 étoile. Entre 1 et 5%, vous mettez 2 étoiles. Quand c'est inférieur à 1%, vous mettez 3 étoiles. Ok, c'est bon. Ok, voilà. Merci. Oui, professeur, bonsoir. Bonsoir. Voilà, c'est Midia Diouf. Oui. Voilà, c'est pour l'interprétation, comme vous l'avez dit, pour savoir si c'est significatif au seuil de 10%. C'est-à-dire qu'on Oui. on regarde la probabilité. Donc, on Oui. peut l'interpréter globalement, comme vous l'avez dit, comme on peut l'interpréter partiellement. Oui. En ciblant les X1 et les X2. Oui. Bon, là, pour moi, là, il n'y a pas de problème. Mais mon problème, et pour avoir le tableau, il y a une commande qu'il faut taper. Maintenant, qu'est-ce qui doit nous guider pour taper correctement la commande? Parce que si je comprends bien, si on ne tape pas correctement la commande, on n'aura pas le tableau. Maintenant, comment faire pour taper correctement la commande afin d'avoir le tableau et interpréter? Voilà, merci. Merci beaucoup par rapport à la question. Donc, pour taper la commande, à chaque fois, c'est XTRX, quel que soit le modèle qu'on vous donne. Ça, c'est une variable, c'est un terme à taper, c'est XTRX. Ça vient toujours. Ensuite, il faudrait préciser la variable à expliquer. Ça, maintenant, ça va, là, on a mis Y. Hein? Si c'est l'investissement, si vous avez votre propre base de données, dans votre base de données, vous voulez expliquer l'investissement. Dans ce cas, vous tapez ici investissement. Vous voyez que là, ça change. Donc, pour avoir le tableau, à chaque fois, il faut commencer par XTRX. Ça ne change pas. C'est toujours une commande qui vient. Ensuite, vous précisez ici la variable à expliquer. Ça dépend de votre base de données. Ici, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai mis Y. Mais si vous avez votre propre base de données, ou ce que vous voulez expliquer, ça s'appelle investissement ou consommation, il ne faut pas mettre Y. Quand vous mettez Y, ça va vous dire erreur. Il va dire que je ne connais pas Y. Donc ça dépend de votre propre base de données. Vous mettez ici la variable Y que vous voulez expliquer. Ensuite, vous mettez les variables explicatives. Là aussi, là, on l'a noté X1, X2, X3. Maintenant, quand vous avez votre propre base de données, vous pouvez regarder est-ce que c'est la qualité de la semence, est-ce que c'est l'âge de l'agriculteur, est-ce que c'est l'expérience, combien d'années l'agriculteur a eu à être dans son milieu, si c'est de la riziculture, est-ce qu'il est à sa 2e année ou 3e année, ou bien il a 10 ans d'expérience, etc., etc. Et est-ce qu'il appartient à une organisation paysanne ou pas? Donc, tout ça, peut-être si on appartient à une organisation paysanne, ça peut nous donner plus d'informations par rapport à quelqu'un qui n'appartient pas à une organisation paysanne, etc., etc. Donc, si vous voulez contextualiser dans le domaine de l'agriculture, c'est à vous de regarder qu'est-ce que vous devez mettre comme variable dépendante, le Y, qui peut varier selon votre base de données. Ensuite, vous mettez vos variables explicatives. Quand vous terminez, vous mettez ici, dans notre cas, on a mis des X1, des X2, etc. Quand vous terminez, ensuite, vous précisez l'option. Là aussi, ça ne change pas. Quelle que soit la base de données, c'est soit vous mettez FE. Là, vous supposez que c'est les effets fixes. Vous supposez que c'est les hypothèses du modèle à effet fixe qui sont vérifiées. Ou bien vous mettez RE si vous pensez que c'est les hypothèses du modèle aléatoire vérifié. Sinon, vous pouvez mettre between. Between, on avait expliqué que ce n'était pas recommandé. C'est pourquoi je n'ai pas trop insisté. Between, parce que là-bas, on fait une moyenne et puis après, on travaille sur un modèle MCO avec les moyennes. C'est des modèles qui ne sont pas très bons.
Donc, je ne vous le recommande pas. C'est pourquoi je n'ai pas trop insisté. Vous risquez d'avoir des conclusions aussi qui peuvent être erronées hein, avec Bitly. Donc, ce qu'il faut utiliser, c'est souvent FE ou bien RE. Ça ne change pas. Donc, pour répondre à votre question, les options ne changent pas. RE et FE, BE, tout ça, ça ne change pas. Les XTRX, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le Y. Selon le modèle que vous voulez faire, c'est à vous de préciser qu'est-ce que vous voulez expliquer. Et les XI, là, on a mis X1, X2, X3. Mais dans un autre modèle, on peut avoir des variables qui soient différentes. Donc, quand vous avez ça, vous mettez entrée, automatiquement, vous allez avoir le tableau. Donc, le tableau s'obtient en mettant la commande XTRX, qui est invariante, en rajoutant comme option FE ou RE qui est invariante. Maintenant, le corps, ça veut dire la variable à expliquer, les variables explicatives, là, effectivement, ça change d'un modèle à l'autre. C'est bon? Je vous donne ici un exemple. Regardez ici. Pour revenir à votre commande. Vous voyez qu'à chaque fois, ça ne change pas. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Si, on le voit. Voilà, j'ai changé maintenant. Ici, je vous donne un autre exemple. Vous voyez qu'ici, ils ont mis XTRX. Comme je l'ai dit, à chaque fois, ça ne change pas. Quelle que soit la base de données, si vous voulez faire une estimation avec des données de panel, il faudrait cliquer, il faut mettre la commande XTRX. Ça ne change pas. Maintenant, regardez ici, le Y a changé. Vous voyez que nous, dans notre exemple, on mettait ici Y, on mettait X1, on mettait X2, etc. Ici, regardez, lui, lorsqu'il a mis XTRX, il a mis L consommation. Cela veut dire que ici, le Y est remplacé par la valeur, la consommation. Donc, ce qui veut dire que lui, dans son modèle, il veut expliquer la consommation. Il veut expliquer la consommation par rapport à quoi? Il veut expliquer la consommation par rapport au PIB. Pourquoi? Parce que quand le revenu augmente, la consommation aussi a tendance à augmenter. Généralement, la consommation est proportionnelle au revenu. Quelqu'un qui a 500 000 par mois n'aura pas la même consommation par rapport à quelqu'un qui a 10 millions par mois ou 5 millions par mois. Quelqu'un qui a 5 millions par mois, il peut dépenser beaucoup parce qu'il a un revenu aussi élevé. Donc, lui, il explique la consommation par rapport au revenu, par rapport également au taux d'intérêt. Parce qu'il y a ce qu'on appelle effet substitution entre consommation et épargne. Quand les taux d'intérêt sont élevés, quelqu'un peut avoir intérêt à épargner, en sachant que le fait d'épargner va donner des intérêts assez consistants. Donc, vous voyez que la quantité que je consomme aujourd'hui va dépendre des taux d'intérêt. Quand je vois que les taux d'intérêt sont bas, je vais dire, bon, les taux d'intérêt sont bas, donc ce que je vais avoir comme intérêt ne sera pas consistant, je préfère consommer. Si par contre, je vois que les taux d'intérêt sont élevés, je vais dire, ah, les taux d'intérêt sont élevés, je peux réduire ma consommation pour augmenter mon épargne. Donc, voici un modèle simple où chaque fois, on a la commande XTRX qui ne change pas. Ensuite, vous précisez la variable dépendante, ce que vous voulez expliquer. Si c'est la consommation, on va expliquer la consommation par rapport au PIB, au revenu et par rapport au taux d'intérêt. Après, vous mettez virgule. Quand vous mettez virgule, comme je l'ai dit, après, soit vous mettez FE, soit vous mettez RE, soit vous mettez BE, etc. Ça, également, ça ne change pas. Donc, finalement, les XTRX, ça ne change pas. À la fin aussi, les options, ça ne change pas. Il n'y a que 3 ou 4 possibilités. Soit vous mettez FE, soit vous mettez RE, soit vous mettez BE. Maintenant, ce qui est à l'intérieur, le Y, ça peut changer selon votre base de données. Les X aussi peuvent changer selon votre base de données. Quand vous mettez entrée, après, ça va vous donner votre tableau. Professeur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que l'espace a un sens? L'espace entre consommation et le PIB? Et entre oui. PIB et RAT, est-ce qu'on doit mettre des espaces là-bas? Ou bien, et si on ne laisse pas d'espace, est-ce que ça ne va pas fausser la donne? C'est ça, il y aura une erreur. Il faudrait qu'il y ait un espace. Hein? D'accord. Parce qu'il faut, et même oui. entre RAT aussi et FE?
entre le taux et FE aussi. Il y a une virgule et il n'y a pas d'espace, je pense bien. Oui, là-bas, il n'y a pas trop de problème. Okay. Parce qu'on va savoir que c'est les options. Par contre, au départ, ici, il faudrait qu'il y ait de l'espace entre la commande XTREC et L consommation. Il ne faudrait pas que ça soit collé. Si c'est collé, c'est inutile. Il faudrait de l'espace pour qu'on puisse reconnaître la commande qui est là. Parce que c'est cette commande-là qui va spécifier à ISTA qu'on a affaire à des données de panel. Ensuite, il faudrait mettre, après le Y, il faut mettre espace. Espace, c'est pour isoler le Y. Il va savoir que ça, c'est le Y, ça, c'est les valeurs explicatives. Maintenant, quand vous mettez virgule là, vous pouvez ne pas mettre espace. Comme vous pouvez mettre espace, il n'y a pas d'erreur. Hein? D'accord. Voilà. Et là-bas, pourquoi 1 et pas 2, par exemple? Les 1 là, 1 devant consommation et 1 devant PIB? Non, ça, c'est pas 1, c'est L. C'est le logarithme. OK. Ouais. Lui, c'est la personne qui gère la base qui l'a dénommé comme ça. Souvent, quand vous avez des valeurs très élevées, ça, c'est des pays. Hein? La consommation, c'est à coût de milliards. D'accord? Le PIB, c'est à coût de milliards. Souvent, les gens prennent ce qu'on appelle le logarithme. D'accord. Le logarithme, ça veut dire que ça permet de lisser, ça permet de réduire les valeurs. Maintenant, ici, c'est pour dire qu'on a pris le logarithme de la consommation. Vous pouvez mettre aussi log. Hein? Il y a certains qui mettent log, après ils mettent consommation. Pour que quand vous voyez, que vous sachiez que ce n'est pas la variable consommation en tant que telle, mais c'est la variable consommation qu'on a eu à transformer en appliquant le logarithme. Bon. Professeur. Oui. Bon, quand on a une probabilité qui est nulle, bon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est très significatif. Très significatif, ok. C'est de 1%. Pourquoi? Parce que c'est inférieur à 1%. Ce qui est là, par exemple, ce modèle qui est là, il est globalement significatif, au seuil de 1%. Pourquoi? Parce que ce qui est là est même plus petit que 1%. Plus la probabilité est faible, plus c'est significatif. C'est comme ça qu'il faudrait le comprendre. Plus c'est faible, plus la probabilité est faible, plus c'est significatif. Là, vous voyez que la probabilité, c'est quasiment 0. Donc, ça veut dire que la probabilité est très faible. Donc là, même, c'est significatif au seuil de 1%. Pourquoi? Parce que quand vous considérez la référence 1%, la probabilité est plus petite que 1%. Donc là, vous allez mettre 3 étoiles. 3 étoiles pour dire que le modèle est globalement significatif. Donc, quand je reprends ici, selon vous, est-ce que le PIB est significatif? Est-ce que le PIB explique la consommation, d'après les résultats de ce tableau? Bon, ici, on peut dire que le PIB est très significatif, parce qu'on a une probabilité qui est égale à 0. Exactement. Donc là, il faut mettre 3 étoiles. En termes de significatif, très significatif, on met 3 étoiles, quoi. Donc là, on va dire que le PIB, souvent dans les mémoires, vous prenez le quotient qui est là, vous mettez à côté 3 étoiles. Quand vous mettez 3 étoiles, le lecteur va dire, ah, donc là, c'est une variable qui est très significative. Maintenant, quand je prends la variable suivante, quand je prends le taux d'intérêt, est-ce que le taux d'intérêt aussi explique la consommation? Non. Non, pourquoi? Non, parce que ça dépense du... Bon, enfin, non, si c'est significatif, parce que c'est 0,06, ça ne dépasse pas 10%. Exactement. Maintenant, ici, c'est significatif, on doit mettre 1 étoile, ou 2 étoiles, ou 3 étoiles. Bon, ici, on doit mettre seulement 1 étoile. Voilà, 1 étoile parce que c'est significatif au seuil de 10% simplement. Mais pas à 5%. Vous voyez que si c'était 5%, ce n'est pas significatif. Parce que les 6% là dépassent les 5%. Donc, c'est une seule étoile. Maintenant, si c'était inférieur à 5%, mais supérieur à 1%, on aurait dû mettre 2 étoiles. Donc, voici à peu près comment on peut interpréter cela. OK, donc on s'arrête là pour aujourd'hui. Demain, on va essayer de finaliser la partie ISTATA.
sur données de panel. Oui, ok, oui. Allez, bonne journée et à demain, Inch'Allah. Ok, merci. Ok, À merci. demain. À demain aussi.